Bienvenue dans ce deuxième épisode sur les facteurs de rejet de l'innovation pédagogique. Aujourd'hui, on va se pencher sur un élément très sensible, quelque chose qui fait et parfois défait des carrières, le développement de son dossier académique et la peur du placard. Je suis Zoé, l'intelligence artificielle qui anime les épisodes de podcast de Grégoire pour sa chaîne Novagogie. Grégoire, cela fait plus de 15 ans que tu évolues dans le monde de l'enseignement supérieur entre écoles de commerce et universités. Peux-tu nous donner ta vision de cet environnement souvent décrit comme compétitif ? Pourquoi, selon toi, il peut freiner l'innovation chez les enseignants ? Vous le savez peut-être, le monde universitaire est en effet un environnement compétitif, où la politique et la pression pour ne pas faire trop de vagues, se conformer aux attentes et aux normes établies peuvent être fortes. Dans ce contexte, il n'est pas toujours facile pour les enseignants de sortir des sentiers battus et de faire preuve de créativité dans leur manière d'enseigner. La peur de prendre des risques, de ne pas être à la hauteur, ou de voir sa réputation écornée peut conduire certains à jouer la carte de la sécurité, quitte à mettre de côté leurs idées novatrices. Cette problématique concerne d'ailleurs tous les enseignants, quel que soit leur statut ou leur niveau d'avancement dans leur carrière. Mais elle touche peut-être plus particulièrement les plus précaires d'entre nous, les chargés de cours, les doctorants qui enseignent pendant leur thèse, ou encore les post-doctorants en quête d'un premier poste stable. Autant de profils pour qui l'enjeu de constituer un dossier solide et de répondre aux attentes de l'institution peut sembler primordial, parfois au détriment de l'innovation pédagogique. Pourtant, nous sommes nombreux à être convaincus que c'est précisément en osant bousculer les codes, en expérimentant de nouvelles approches, que nous pourrons faire évoluer l'enseignement supérieur et offrir à nos étudiants une expérience d'apprentissage toujours plus riche et stimulante. Alors, comment surmonter cette peur du placard ? Comment créer un environnement propice à l'audace pédagogique ? C'est ce que nous allons essayer de démêler ensemble dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui nous écoutent et nous soutiennent dans la diffusion de ces épisodes et des vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues et amis et à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Votre énergie et vos encouragements sont précieux et contribuent à faire vivre la chaîne. Merci Grégoire. Et oui, en effet, nous allons commencer par mieux comprendre ce contexte des enseignants non permanents qui semblent particulièrement vulnérables. Peux-tu développer un peu plus sur les pressions auxquelles ils peuvent être confrontés et comment elles peuvent influencer leur rapport à l'innovation pédagogique ? Commençons par nous pencher sur la situation des enseignants précaires. Il s'agit de tous ces enseignants qui ne bénéficient pas d'un poste stable ou permanent au sein de l'université. On y trouve pêle-mêle les chargés de cours, les doctorants qui assurent des enseignements pendant leur thèse, les post-doctorants en attente d'un poste de titulaire et les professionnels qui viennent enseigner. Ce qui rassemble tous ces enseignants, c'est le caractère incertain et souvent précaire de leur situation professionnelle. Contrairement à leurs collègues titulaires, ils ne disposent pas de la sécurité de l'emploi et doivent constamment faire leurs preuves pour décrocher de nouvelles charges de cours, voire espérer obtenir un jour un poste permanent. Une pression qui peut peser lourd sur leurs épaules et influencer leur rapport à l'innovation pédagogique. Imaginez-vous un instant dans la peau d'un jeune docteur fraîchement diplômé, qui enchaîne les mandats d'enseignement tout en guettant les offres de poste. Ou dans celle d'un doctorant en fin de thèse, qui jongle entre ses travaux de recherche et ses charges de cours. Votre priorité, c'est de constituer un dossier solide et de montrer que vous êtes un enseignant compétent et fiable, capable de répondre aux attentes de l'institution. Dans ce contexte, difficile de trouver le temps et l'énergie pour se lancer dans des expérimentations pédagogiques audacieuses, dont vous n'êtes pas certain qu'elles seront valorisées à leur juste mesure. Car c'est là tout le paradoxe. Alors même que l'innovation pédagogique est de plus en plus plébiscitée dans les discours, elle reste encore trop souvent le parent pauvre dans les critères d'évaluation et de recrutement des enseignants-chercheurs. Face à des commissions de sélection qui accordent la part belle aux publications scientifiques et aux activités de recherche, il peut être tentant pour un enseignant précaire de se concentrer sur ces aspects, quitte à mettre provisoirement de côté ses velléités d'innovation pédagogique. Pourtant, nous sommes nombreux à être persuadés que c'est aussi dans l'enseignement que se joue l'avenir de l'université. Mais on le sait, le classement des universités se fait sur le nombre de prix et de médailles obtenues, le nombre de publications et de citations des professeurs dans les revues scientifiques, et en tout dernier, la note moyenne des enseignants. La recherche est donc beaucoup plus valorisée que l'enseignement.
Pourtant, en osant bousculer nos pratiques, en expérimentant de nouvelles approches au service de la réussite de nos étudiants, nous participons à faire évoluer l'institution de l'intérieur et à renforcer sa pertinence dans un monde en constante mutation. Mais pour que les enseignants puissent pleinement s'engager dans cette voie, encore faut-il qu'ils se sentent soutenus et encouragés dans leur démarche. C'est tout l'enjeu des réflexions actuelles sur la reconnaissance de l'engagement pédagogique dans les carrières académiques. En valorisant davantage le temps et l'énergie consacrée à l'innovation dans l'enseignement, en les prenant en compte dans les processus de recrutement et de promotion, on enverrait un signal fort à tous les enseignants, et en particulier aux plus précaires d'entre eux. Un signal qui leur dirait « Oui, votre créativité pédagogique compte, et elle sera récompensée à sa juste valeur. » Bien sûr, on ne change pas un système du jour au lendemain, et il faudra sans doute encore du temps et des efforts pour faire évoluer en profondeur les mentalités et les pratiques. Mais je veux croire que le vent est en train de tourner et que peu à peu, l'engagement pédagogique et l'audace didactique trouveront la place qui leur revient au cœur de nos missions d'enseignants-chercheurs. Et ce n'est pas qu'une question de carrière ou de reconnaissance institutionnelle. C'est aussi et surtout une formidable opportunité de donner le meilleur de nous-mêmes à nos étudiants. Comme tu viens de le dire, parmi ces publics d'enseignants, il y a les doctorants et les jeunes diplômés. Selon toi, quels sont les défis auxquels ils font le plus souvent face lorsqu'il s'agit de concilier innovation pédagogique et le début d'une carrière académique ? Merci de continuer avec ça. J'aimerais en effet qu'on s'attarde un peu sur la situation spécifique des doctorants et des jeunes diplômés qui enseignent pendant leurs études ou en début de carrière. Parce que pour eux, le dilemme entre innovation pédagogique et conformité aux attentes peut être particulièrement ambigu. Imagine, tu es doctorante, tu travailles d'arrache-pied sur ta thèse, et en parallèle, tu assures des charges de cours ou des missions d'auxiliaire. D'un côté, tu as envie de t'investir à fond dans cette activité, de tester de nouvelles approches, de proposer des contenus originaux à tes étudiants. Mais de l'autre, tu sais que ta priorité, c'est de finir ta thèse dans les temps et de publier des travaux pour maximiser tes chances de décrocher un poste. Alors, tu te retrouves à jongler entre tes aspirations pédagogiques et les impératifs de ton début de carrière en essayant de trouver le bon équilibre. Et une fois la thèse en poche, le dilemme ne disparaît pas pour autant. Quand on est jeune docteur et qu'on postule pour des postes d'enseignant-chercheur, on sait que notre dossier sera scruté à la loupe par les commissions de sélection. Chaque ligne de notre CV compte, et il peut être tentant de se concentrer sur les points les plus bankable. Les publications dans des revues prestigieuses, les communications dans des conférences ou des colloques internationaux. Quitte à mettre un peu en sourdine nos expérimentations pédagogiques, surtout si elles sortent des sentiers battus, ou pire si elles ont été un échec. Bien sûr, je ne veux pas généraliser. Il y a aussi de nombreux doctorants et jeunes chercheurs qui parviennent à innover dans leur enseignement tout en consolidant leur dossier académique. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile. Comme partout, c'est le réseau qui va faire démarrer une carrière. Faire trop de bruit ou aller à contre-courant ne serait donc pas la chose la plus intelligente pour obtenir sa permanence, d'autant que les critères de recrutement et de promotion restent encore souvent centrés sur les activités de recherche. Et puis, une fois que vous avez une charge de cours, vous allez tout faire pour la garder. Il y a également un autre profil d'enseignant dont on parle moins souvent, mais qui mérite toute notre attention, les professionnels qui viennent enseigner à l'université, en parallèle de leur activité principale. Qu'ils soient ingénieurs, juristes, artistes ou consultants, ils apportent à nos étudiants leur expertise de terrain et leur connaissance des réalités du monde professionnel. Une richesse inestimable pour la formation de nos jeunes. Mais là encore, les situations peuvent être très variables. Il y a ceux que l'université va chercher, parce qu'ils sont des références dans leur domaine, et qui se voient confier des enseignements prestigieux avec toute la liberté qu'ils souhaitent. Et puis il y a ceux qui postulent à des offres d'emploi de l'université, parce qu'ils ont besoin d'un complément de revenus ou qu'ils cherchent à diversifier leur activité. Dans ce cas, ils peuvent être amenés à accepter des charges de cours avec peu de marge de manœuvre pour innover. Pourtant, c'est justement parce qu'ils viennent d'autres horizons que ces professionnels pourraient apporter un vent de fraîcheur dans nos pratiques pédagogiques. Leur regard extérieur, leur expérience de terrain, leur capacité à faire le lien entre théorie et pratique. Autant d'atouts qui pourraient enrichir considérablement la formation de nos étudiants, pour peu qu'on leur donne les moyens et la liberté d'innover. D'accord, mais excuse-moi de t'interrompre.
Comment tu penses pouvoir sortir de cette ornière ? Comment encourager tous les enseignants précaires, quel que soit leur profil, à oser bousculer les codes et à faire preuve de créativité pédagogique ? Écoute, c'est certain qu'il n'y a pas de solution miracle, mais je crois qu'on peut déjà agir à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, au niveau institutionnel, en travaillant à une meilleure reconnaissance de l'engagement pédagogique dans les carrières académiques. En valorisant le temps et l'énergie consacrée à l'innovation dans l'enseignement, on enverrait un signal positif à tous ces jeunes chercheurs et les enseignants précaires ou pas, en leur montrant que leur investissement dans la pédagogie compte autant que leurs activités de recherche. Ensuite, au niveau des équipes pédagogiques, en créant des espaces de dialogue et de partage d'expériences entre enseignants titulaires et précaires. Il y a encore parfois cette habitude du silo. Pourtant, la co-construction des enseignements, la mutualisation des ressources et avec l'expérimentation collective, on favoriserait un climat de confiance et de bienveillance, propice à une prise de risque pédagogique plus spontanée. Il est intéressant de voir émerger plusieurs approches institutionnelles pour valoriser les compétences pédagogiques avec des prix d'excellence ou des subventions. La démarche est certes réactive, mais c'est déjà ça. On entend parfois parler de la peur du placard, un vrai tabou que même les journalistes n'abordent que très rarement. Peux-tu nous en parler ? Il y a en effet peu de cas documentés, et pourtant c'est bien cette peur qui nous fait hésiter à bousculer nos habitudes d'enseignement, à tester de nouvelles approches et surtout à sortir des sentiers battus. À vrai dire, cela ne concerne pas seulement le monde de l'enseignement. Avant de continuer, il faut clarifier de quoi on parle avec cette fameuse mise au placard, qui semble tant nous effrayer. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'expression, on parle de mise au placard quand on se retrouve progressivement marginalisé au sein de son entreprise, écarté des responsabilités et des projets stimulants, relégué à des tâches ingrates et peu valorisantes. Une forme de mise sur la touche, de déclassement professionnel qui peut survenir pour de multiples raisons, mais qui est souvent vécue comme une sanction, une humiliation. Et parmi ces raisons, il y a justement la prise de risque pédagogique. Car innover dans son enseignement, c'est accepter de sortir de sa zone de confort, de s'exposer au regard des autres, de prendre le risque de l'échec ou de la critique. C'est bousculer les habitudes bien ancrées, remettre en question les pratiques établies, se heurter parfois à des résistances ou à des incompréhensions. Alors, face à ces défis, face à nos pairs qui refusent le changement ou qui attendent que le changement n'en soit plus un, il peut être tentant de se replier sur des méthodes plus classiques, plus rassurantes, de se conformer aux attentes, de reproduire ce qui a toujours été fait, plutôt que de s'aventurer sur des chemins de traverse. Surtout quand on est en début de carrière, qu'on doit faire ses preuves, qu'on aspire à une forme de reconnaissance et de stabilité. Mais le problème, c'est que cette peur du placard peut vite devenir un cercle vicieux. Plus on hésite à innover, plus on se conforme aux normes établies, et plus il devient difficile de sortir de ce carcan, d'oser faire les choses différemment. On finit par intérioriser ces contraintes, par s'auto-censurer, par renoncer à nos élans créatifs. Et c'est toute la dynamique de l'enseignement qui en pâtit, ainsi que l'expérience d'apprentissage de nos étudiants. Quand un enseignant ose bousculer ses habitudes, tester de nouvelles approches, proposer des contenus et des activités originales, c'est toute la formation qui s'en trouve enrichie. Les étudiants sont plus motivés, plus impliqués, plus stimulés intellectuellement. Ils développent des compétences nouvelles, apprennent à penser par eux-mêmes, à être créatifs et audacieux. Alors, comment surmonter cette peur du placard ? Comment créer les conditions pour que l'innovation pédagogique puisse s'épanouir ? Il n'y a pas de recette miracle, mais de ce que je comprends, il y aurait quand même quelques leviers d'action ? Heureusement, oui. Le premier, c'est encore une fois de travailler à une meilleure reconnaissance de l'engagement pédagogique dans les carrières des enseignants. En valorisant le temps et l'énergie consacrée à l'innovation dans l'enseignement, en les prenant en compte dans les processus d'évaluation et de promotion, on enverrait un signal fort à toute la communauté universitaire. On montrerait que la créativité pédagogique est non seulement encouragée, mais aussi récompensée. Le deuxième levier pourrait être de créer des espaces d'expérimentation et de partage au sein des établissements. Des lieux où les enseignants peuvent tester de nouvelles approches en toute bienveillance, échanger sur leurs pratiques, mutualiser leurs ressources. Des incubateurs pédagogiques, en quelque sorte, des projets où l'audace didactique serait la norme plutôt que l'exception. Où on s'ouvre à la nouveauté un peu comme à un prototype,
sans attendre qu'un chercheur ait publié des articles pour cautionner la chose. Mais là, j'ouvre un autre débat. Un troisième levier pourrait être en même temps le plus important, c'est de faire évoluer nos mentalités et notre culture professionnelle, de déconstruire cette idée reçue selon laquelle l'enseignement serait une activité solitaire, figée, où il faudrait se conformer à des modèles préétablis, de promouvoir au contraire une vision de l'enseignement comme un espace de créativité, d'émancipation, de prise de risque intellectuel. Alors oui, plusieurs modèles d'innovation intègrent justement cette idée de co-construction. Et on parle aussi de plus en plus d'intégrer les apprenants dans le projet éducatif. Mais ces approches sont déjà en elles-mêmes des modèles validés par la communauté enseignante. Innover de manière collaborative ou même coopérative reste anecdotique. Bien sûr, tout cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra du temps, de la détermination et un effort collectif pour faire bouger les lignes. Mais je reste profondément convaincu que c'est possible, et même nécessaire si l'on veut que l'université reste un lieu vivant, en prise avec les enjeux de notre temps. L'innovation pédagogique comporte une part de risque. Mais c'est un risque qui vaut la peine d'être pris, car c'est en osant sortir des sentiers battus qu'on fait progresser nos pratiques, qu'on s'adapte aux nouveaux publics, qu'on reste en phase avec les évolutions de la société. Et c'est aussi comme ça qu'on se fait plaisir en tant qu'enseignant, qu'on entretient cette petite flamme de la passion et de l'enthousiasme qui nous a amenés vers ce beau métier. Ok, on fait un petit retour en arrière s'il te plaît. Face à tout ce que tu viens de dire, quels pourraient être selon toi les principaux leviers pour encourager l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur ? C'est la question peut-être la plus importante. Il faut identifier et oser activer les leviers pour favoriser l'innovation pédagogique et ouvrir le dialogue avec nos étudiants. Mais comme on vient de le voir, il faut le faire aussi. Et surtout avec nos pairs et nos institutions, parce qu'on ne peut pas se contenter de dresser des constats, aussi pertinents soient-ils. Il faut aussi proposer des pistes d'action, des solutions concrètes pour faire bouger les lignes. Et je veux te le dire d'emblée. Ces solutions, elles sont à notre portée. Nous avons tous, à notre niveau, la capacité d'agir pour créer un environnement plus propice à l'innovation pédagogique. Que nous soyons enseignants, chercheurs, responsables d'équipe ou décideurs institutionnels, nous pouvons tous contribuer à faire évoluer les mentalités et les pratiques. Alors, par où commencer ? Je crois qu'il faut d'abord travailler sur nous-mêmes, sur notre rapport à l'innovation et à la prise de risque. Oser sortir de notre zone de confort, questionner nos habitudes, expérimenter de nouvelles approches. Ne pas attendre que les conditions soient idéales ou que la voie soit toute tracée, mais se lancer, essayer, quitte à trébucher parfois. Et surtout, ne pas avoir peur de l'échec ou du jugement des autres. Car c'est en osant qu'on apprend, qu'on progresse, qu'on fait avancer les choses. Mais pour que cette audace individuelle puisse s'épanouir, il faut aussi agir au niveau collectif. Continuer à développer des espaces de dialogue et de partage au sein de nos équipes pédagogiques, de nos départements, de nos établissements. Organiser des moments d'échange, des ateliers, des séminaires, où l'on peut parler librement de nos pratiques, de nos doutes, de nos trouvailles. Mutualiser nos ressources, nos idées et nos énergies. Et surtout, cultiver la bienveillance et l'entraide, plutôt que la compétition ou la défiance. Vous me direz, les colloques et autres conférences font tout ça. Et oui, ces événements le font, mais à une échelle que je qualifierais presque de trop grande. On partage avec d'autres équipes que la nôtre, et c'est bien différent. Car c'est en brisant les silos, en décloisonnant nos pratiques, qu'on pourra faire émerger une véritable culture de l'innovation pédagogique. Une culture où la créativité serait encouragée et valorisée, où la prise de risque serait vue comme une opportunité plutôt que comme une menace. Une culture où chacun se sentirait légitime pour proposer de nouvelles idées, pour bousculer les habitudes, pour expérimenter des approches inédites. À chaque fois que les silos tombent, les effets sur l'innovation et la prise de risque sont presque immédiats. Bien sûr, tout cela ne pourra pas se faire sans un soutien institutionnel fort. Il faut que nos établissements, nos instances de gouvernance, nos tutelles, s'engagent résolument en faveur de l'innovation pédagogique. Qu'ils mettent en place des dispositifs d'accompagnement, de formation, de valorisation des initiatives. Qu'ils reconnaissent l'engagement pédagogique dans les carrières, qu'ils en fassent un critère à part entière d'évaluation et de promotion. Mais surtout, il faut aller au-delà de la communication et du marketing, avec ces messages d'une université qui a besoin d'audace, de créativité,
d'inventivité pédagogique. Dire qu'on le veut ne suffit pas. Il faut travailler sur des mécanismes de rétention et de valorisation pour avoir des enseignants qui osent, qui essaient, qui innovent, non pas par effet de mode ou par injonction managériale, mais par conviction profonde. Parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on fait progresser les savoirs, qu'on forme les esprits, qu'on émancipe les individus. Pour terminer cet épisode, peux-tu approfondir ta vision des choses pour ouvrir le dialogue et favoriser l'innovation pédagogique malgré les obstacles ? Au fil de tes questions, nous avons exploré les différentes facettes de cette problématique complexe, entre aspiration individuelle et contraintes institutionnelles, entre audace créative et peur du jugement. Et s'il y a une chose que je retiens de tout cela, c'est que l'innovation pédagogique est une responsabilité collective qui nous engage tous, à tous les niveaux. Nous avons tous un rôle à jouer pour créer les conditions de son épanouissement, pour lever les freins qui l'entravent, pour en faire un levier de transformation de nos pratiques et de nos institutions. Oui, pour cela, il nous faut trouver le juste équilibre entre le respect de notre héritage et l'audace du renouvellement. Nous ne pouvons pas faire table rase du passé, renier l'expérience et le savoir de nos pairs, de ceux qui nous ont précédés et qui ont façonné l'université telle que nous la connaissons. Il y aurait une forme d'arrogance, voire d'ingratitude, à penser que nous pouvons tout réinventer ex nihilo, sans nous appuyer sur les fondements qu'ils ont bâtis. Mais en même temps, nous ne pouvons pas nous contenter de reproduire leurs schémas, de perpétuer leurs habitudes, en ignorant les évolutions du monde et les attentes de nos étudiants. Ce serait une forme de trahison de notre mission, qui est de transmettre des savoirs vivants, en prise avec les enjeux de notre temps. Ce serait aussi une forme de renoncement à notre liberté d'innover, de créer et d'inventer de nouvelles voies. Mais alors, comment concilier ces deux exigences ? Comment être fidèle à notre héritage tout en osant le dépasser ? Je crois que la clé, c'est le dialogue. Le dialogue entre les générations, entre les disciplines, entre les métiers qui font vivre l'université. Un dialogue exigeant et bienveillant, où chacun apporte sa pierre à l'édifice commun, où l'on confronte les idées pour mieux les enrichir, où l'on apprend les uns des autres pour sans cesse progresser. C'est ce dialogue que j'ai essayé de mettre en avant pendant ce podcast. Car l'innovation pédagogique, c'est un état d'esprit. C'est une façon d'être au monde, d'être à l'université, qui nous pousse à sans cesse nous remettre en question, à explorer de nouvelles pistes, à faire confiance à notre créativité. C'est un élan vital qui nous anime, une flamme qui nous guide et que nous devons entretenir collectivement. Avec Grégoire, nous allons continuer d'explorer les facteurs de rejet et comment y remédier. Abonnez-vous dès maintenant et restez à l'affût des prochains épisodes et des vidéos de la chaîne. Rendez-vous le mois prochain pour continuer cette série de podcasts sur le rejet de l'innovation pédagogique.